Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce nouveau rendez-vous d'Espace Éco sur SICA. Le monde est en guerre économique et l'Afrique apparaît de toute évidence comme l'un des terrains de bataille privilégiés. C'est le moins qu'on puisse dire après la ruée des grandes puissances observées ces dernières semaines sur le continent. D'abord, une offensive britannique conduite par la première ministre Theresa May, suivie d'une réplique quasi immédiate de l'Allemagne d'Angela Merkel. Des valses diplomatiques qui font suite à celui du numéro 1 chinois un mois plus tôt et qui interviennent quelques jours seulement avant un vaste sommet Chine-Afrique. Les États-Unis, pendant ce temps, ne sont pas en retrait. La récente réception du dirigeant kenyan à la Maison-Blanche et la tournée africaine en mars de l'ancien secrétaire d'État Rex Tillerson en sont des illustrations. Mais qu'est-ce qui, soudain, décuple l'attractivité de l'Afrique? Quel impact pourrait avoir ce combat de positionnement des grandes puissances internationales sur le terrain africain? Le continent noir pourrait-il tirer profit de cette guerre commerciale entre géants économiques? La discussion juste après ceci. Pour ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Dieudonné Yao. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Enseignant-chercheur au département d'histoire de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Vous êtes également spécialiste de l'histoire économique et sociale. Docteur Yao, merci d'être avec nous. C'est moi. Également avec nous, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour. Expert en communication politique, vous êtes également écrivain et auteur du livre Les effets des causes cachées. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je reste avec vous, Dr Ao. Comment peut-on expliquer cet engouement des grandes puissances pour l'Afrique, un engouement qui s'est intensifié ces dernières semaines? Merci, monsieur le journaliste. Et je peux dire en introduction que ce que vous observez ces derniers temps et en termes de combat pour l'occupation du marché africain, c'est un combat historique et c'est une course diplomatique aussi et qui pousse les puissances occidentales qui ont contrôlé le monde depuis le 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle et qui sont en train de se rendre à l'évidence que le marché africain leur a échappé. Leur a échappé parce que la Chine et les pays émergents du bloc des BRICS, comme on les appelle, et la Chine est en train de prendre de l'avance sur ces puissances occidentales et à travers les différents forums de coopération sino-africaine qui s'organisent depuis les années 2000. Et donc, vous n'êtes pas resté sans savoir que ces pays africains, anciennes colonies des puissances européennes, ont accédé à l'indépendance et puis progressivement ces marchés ont commencé par échapper aux puissances occidentales au profit des puissances de l'Est et en particulier la Chine. Et donc c'est un sursaut économique qui est marqué par ce combat-là de retour sur les précarés qu'on a conquis depuis le 19e siècle. Lamine Sissé, c'est pratiquement une ruée des grandes puissances qu'on a observées ces dernières semaines sur le continent africain. Avez-vous la même lecture de ces déplacements, la même lecture que M. Ao? Oui, seulement c'est dans le développement peut-être. Le professeur a planté le dos de corps. Je suis totalement d'accord avec lui. Mais je ne pense pas que ce soit... C'est une nouvelle ruée peut-être. Mais la ruée existait depuis, comme il l'a dit. C'est un phénomène historique. En fait, ça s'est intensifié. Nous rappelons-nous que la conférence de 1885 de Berlin, c'est un historien, il connaît. Ils sont venus partager le monde sans nous consulter, comme Tiket Jaffa Koli l'a chanté. Donc, depuis 1900, la colonisation, l'esclavage, etc., l'Afrique a été victime. Et cela n'est pas fait sans intérêt. C'est parce qu'il y a un intérêt certain. Maintenant, quand
la machine a commencé à remplacer l'homme, qu'ils ont dit qu'il faut abolir l'esclavage, etc. Nous savons tout ça là. Mais depuis 1997-90, nous avons assisté à une nouvelle donne géopolitique et stratégique à travers le monde. Le Bénin a été victime de cela. Le Bénin est allé à la conférence des forces vives de la nation parce qu'il y a les facteurs endogènes et exogènes qui se sont imposés à l'Afrique. On n'a pas vu l'Union soviétique, l'implosion de l'Union soviétique qui s'est affaiblie avec l'émergence d'autres pôles, comme il l'a dit, tels que l'Inde, la Chine, etc., etc. Et subitement, l'Europe a dit qu'il faut qu'on se multiplie. Ils sont allés jusqu'à l'Europe des 27, sinon ils ne vont pas exister. Donc, la stratégie politique aujourd'hui, l'Afrique, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans du moins, l'Afrique peut faire des choix économiques. Il peut aller vers d'autres puissances. Et la Chine est en train de s'imposer. C'est pourquoi il a parlé des BRICS. C'est une autre puissance qui va contrecarrer la Banque mondiale et l'FMI. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ces nouvelles donnes? Voilà un peu. Mais ce n'est pas un nouveau engouement. Je vous dirais que c'est de nouvelles partenariats qui ne cadrent pas avec ce qui est fait dans l'histoire. Parce que les peuples sont en évolution, les consciences se libèrent et le monde est devenu un village planétaire. Voilà un peu ce que je peux dire. Nouveau partenariat, c'est justement le thème utilisé par la première ministre britannique. Une autre façon de revivre ce partage de 1885 à Berlin. Ils ont partagé le monde sans nous consulter, comme l'a dit l'autre, mais cette fois-ci, au moins, ils vous consultent. Bon, cette fois-ci, nous consultent, c'est la période qu'il impose. C'est la période qu'il impose parce que, comme je l'ai dit tantôt, la Grande-Bretagne et l'Allemagne aujourd'hui sont des puissances qui sont en train d'être dépassées par les puissances de l'Asie du Sud-Est. Et donc, quand on parle de partenariat gagnant-gagnant, c'est la Chine et ces pays satellitaires qui sont venus imposer ce précepte-là à l'Afrique. Et donc, dans ce nouveau contexte, et puisque je l'ai dit tout à l'heure, du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle, le monde a tourné autour des États-Unis et de l'Europe. Donc, on a eu l'occidentalisation des échanges économiques mondiaux. Et à partir de la fin du 19e siècle, on est en train d'assister à un genre de recomposition de l'architecture économique mondiale. Donc, on assiste à un déplacement du centre économique du monde vers l'Asie. Et donc, dans cette perte d'hégémonie occidentale, et les Européens, l'Allemagne, les États-Unis et puis la Grande-Bretagne aujourd'hui sont en train de vouloir rattraper un terrain qui leur échappe. Parce que la Chine, et qu'on ne se cache pas la face, la Chine est aujourd'hui première puissance commerciale du monde. La Chine est aujourd'hui, depuis 2009, premier investisseur mondial. La Chine a surpassé le Japon. Et puis la Chine, avec ses partenaires émergents, sont en train de vouloir imposer un nouvel ordre économique au monde. Et donc, dans cette perspective-là, la Grande-Bretagne, ces anciennes démocraties, ces grandes démocraties, se voient talocher par une puissance qui risque de leur ravir entièrement la vedette, surtout en Afrique. Et puisque pendant tout ce temps, 19e, 20e siècle, vous constatez que l'Afrique a été la proie de ces puissances occidentales. Et donc, l'Afrique a été exploitée, exsanguinée complètement. Et jusqu'aux années 2000, on ne parle que de l'Afrique de la misère, l'Afrique des guerres, l'Afrique des maladies, des épidémies et autres. Et donc, dans ce schéma-là, les rapports des pays africains avec l'Asie, aujourd'hui, ont commencé par porter des fruits. Et donc, depuis une dizaine d'années, vous constatez que l'Afrique a commencé par présenter un nouveau visage qui attire les anciennes puissances occidentales.
croissance économique depuis 10 ans. Et l'Afrique commence par avoir une stabilité dans sa croissance économique qui tourne autour de 5%. Et donc, ça commence par attirer les gens. Et quand vous voyez la population, le dynamisme de la population africaine aujourd'hui, depuis 2010, l'Afrique a atteint les 1 milliard d'habitants. Donc, c'est un marché de consommation qui s'agrandit. Et donc, ces puissances occidentales sont intéressées. Quand vous voyez aujourd'hui, depuis une dizaine d'années aussi, les ressources minières de l'Afrique sont en train d'être révélées au monde. Et il ne se passe pas de jours, d'années, sans qu'on inscrive de nouveaux pays sur cette liste hautement convoitée de pays producteurs et exportateurs du pétrole. Et donc tout ça, la Chine veut s'accaparer de tous ces marchés-là à travers son partenariat gagnant-gagnant, et qui est un principe qui est nouveau par rapport à tout ce que l'Afrique a vécu dans ses relations commerciales avec l'Europe. Et donc, l'Afrique se sent de plus en plus interpellée, de plus en plus rapprochée de la Chine. Et donc, dans cette bataille économique, souffrez que les grandes puissances d'hier ne restent pas les bras croisés. Voilà. Alors, des économies de plus en plus performantes, un marché d'1,2 milliard d'âmes qui sera estimé à 2,5 milliards à l'horizon 2050. Peut-on parler d'une néocolonisation? Non, vous savez, nous sommes le néocolonialisme est un système quand même qui a perduré, qui est vieille, qui est en train d'être en déclin. Parce que je ne dis pas, hein, jusqu'à présent, nous sommes dans le processus de libération de l'Afrique. N'oubliez pas, le colonel Kadhafi a été tué par l'OTAN parce que tout simplement, il a voulu créer une monnaie unique africaine. Là où il va dépenser les 90% du fonds de garantie. C'était un processus. Ils l'ont éliminé parce que le dollar est attaqué en voulant créer la monnaie unique africaine. Donc nous sommes dans le jeu des intérêts. Tout ce qui se passe, c'est un processus de libération que l'Afrique a entamé. Et les Occidentaux, ils font la provision dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ils savent que le peuple africain est en train de se réveiller. Et nous-mêmes, par nos systèmes de démocratisation, qui ne sont pas uniformes, parce que quand on parle de démocratie en Afrique, moi je parle de démocratie, c'est selon les contextes socio-culturels de chaque pays. Mais nous sommes en processus. Dans ce processus-là, le peuple est en train d'atteindre ce qu'on appelle la maturation. Donc il n'y aura plus place au système néocolonialiste, à l'impérialisme. Parce que les cadres et les compétences, les jeunes intellectuels qui sortent, diplômés dans la rue, qui ne trouvent pas d'emploi, se posent la question, mais pourquoi? Et pourtant, le continent africain est très riche. Prenez le cas du Gabon, à l'indépendance. Ça fait moins de 300 000 habitants, avec toute sa recherche. Le Gabon est plus grand, est 2 fois plus grand que le Bénin, avec toutes ses richesses. Aujourd'hui, le Gabon fait moins de 2 500 000 habitants. Pourquoi le Gabon est pauvre? La RDC, scandale géographique. Mais c'est des multinationales, c'est les Américains et autres qui sont là, qui sont en train d'exploiter. Depuis que le roi Léopold II a envoyé les missionnaires en RDC, jusqu'aujourd'hui, les richesses, parce que le problème de la RDC n'est même pas la démocratie, les richesses de la RDC sont dans la main des multinationales. Mais le pauvre est en éveil, c'est ce qui va cesser. Maintenant, quand cela cessera, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est les stratégies maintenant que les puissances sont en train de mettre en œuvre pour qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant. Mais cela ne s'est pas fait sans cause. Parce qu'en fait, le professeur l'a bien dit, il y a les BRICS, il y a la Chine, il y a les pays émergents qui viennent avec de nouvelles offres. Et ces offres-là sont beaucoup plus profitables à l'Afrique. Voilà. Alors, oui, professeur, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, vous pouvez aller. Nouvelle colonisation, selon vous? Absolument. Une façon de coloniser la nouvelle Afrique qui se réveille? Je peux le dire ici, nouvelle colonisation, nouveau type de colonisation, parce que dans ce jeu économique, c'est l'Afrique qui en sort perdante, mais c'est que le système qu'on vit aujourd'hui, c'est un système qui est meilleur à ce que l'Afrique avait vécu hier pendant que les puissances occidentales étaient suffisamment présentes sur son territoire. Mais l'Afrique peut connaître mieux. L'Afrique peut connaître mieux.
l'Afrique peut connaître mieux parce que les rapports économiques aujourd'hui entre l'Afrique et les pays de l'Asie sont des rapports plus intéressants et plus rentables que les rapports que l'Afrique avait eus avec les puissances occidentales. Et donc, dans cette perspective-là, l'Afrique gagne un peu plus que hier. Mais ça ne veut pas dire que l'Afrique est totalement libre et responsable de sa destinée, de ses rapports économiques avec les nouvelles puissances. C'est une nouvelle forme de colonisation et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en train d'assister à un déplacement des centres économiques du monde, et donc l'Afrique hier sujette aux puissances occidentales se retrouve aujourd'hui encore en face aux puissances de l'Asie et du Sud-Est notamment. Mais c'est que dans ce rapport, l'Afrique en sort plus ou moins gagnante. Mais de toutes les façons, une colonisation est une colonisation et le marché africain reste un marché de consommation et donc ça pénalise la croissance économique africaine. Nous allons revenir tout à l'heure en détail sur ce que l'Afrique pourrait gagner ou perdre dans cette bataille des grandes puissances. Alors, mais quand on observe bien ces mouvements sur le continent africain, ce mouvement des grandes puissances, on peut quand même les cristalliser autour de deux pôles. Par exemple, d'une part, le front du Brexit, qui oppose la Grande-Bretagne au duo France-Allemagne, et d'autre part la guerre entre la Chine et les États-Unis, ce front que le président américain a ouvert récemment. Alors d'abord sur le front du Brexit. Prenons le cas du Brexit, la visite de Theresa May est perçue par de nombreux observateurs comme une façon d'ouvrir un front contre l'Allemagne et la France. Alors, en quoi le continent africain pourrait être, disons, une alternative crédible à l'Angleterre après le Brexit? Mais vous êtes en train de me citer les grands colonisateurs. On ne peut pas parler des grands colonisateurs sans parler de l'Angleterre. C'est l'Angleterre, la France, le Portugal. L'Allemagne, il n'est pas un grand colonisateur. Mais c'est élevé parce qu'il y a des facteurs de la migration. Il a compris que le monde n'est pas enfermé. Il faut ouvrir. Il faut aller vers d'autres horizons pour pouvoir multiplier les coopérations. Mais c'est tout à fait normal que face, n'est-ce pas, à la Chine, Brésil, Inde, etc., que la France se lève. La France est en train de perdre du terrain et l'Angleterre également. Vous savez, la France, le cas de la France est beaucoup plus grave parce que la France assimile. La France a colonisé et assimilé. L'Angleterre a colonisé mais n'a pas assimilé. Regardez, ce sont les pays anglophones qui avancent mieux, qui sont beaucoup plus africains et culturels. Regardez les pays francophones. Nous sommes derrière. Et aujourd'hui, vous voyez, le problème de la monnaie se pose. La balkanisation est un frein. L'Afrique est en train de se débattre pour unir ses forces. Vous voyez? Il y a tout récemment, là, le président Nicéphore Soglo du Bénin est sorti pour un cri de cœur, pour dire qu'il faut qu'on ait une monnaie unique en Afrique. Et c'est extrêmement important. Donc, ce que je vous dis est que c'est-à-dire que pour celui qui a une analyse politique beaucoup plus raffinée, comprend que c'est tout à fait normal que l'Angleterre et la France sautent parce qu'ils sont en train de perdre du terrain. Et quand ils perdent du terrain, ils perdent de l'économie. Contrairement à ce que ils nous font comprendre que c'est eux qui nous apportent des aides au développement, etc. Justement, en quoi l'Afrique pourrait constituer une alternative à la Grande-Bretagne après le Brexit? Parce qu'on sent dans cette tournée de la première ministre britannique que c'est le marché. Vous savez, nous avons la matière première. Et puis nous sommes nous sommes des consommateurs. C'est comme vous prenez le monde arabe. Ils ont le dollar, ils ont le monde, mais ils n'ont pas la technologie, ils n'ont pas. L'Afrique est un grand marché qui est en évolution. L'Afrique est en train de s'unir. L'Afrique est en train de bouger. Donc il faut aller vers la recherche des marchés. C'est extrêmement important, cette bataille-là, parce que c'est l'Afrique qui va finir par drainer le monde. Comme l'Afrique a commencé par donner la lumière au monde, l'Afrique finira par drainer le monde. Je crois que les gens, ils anticipent un peu ces puissances-là, ce qui va se passer dans 10, 15, 20 ans en Afrique. Il faut se positionner, il faut faire de l'Afrique des partenaires. C'est ça, effectivement. Oui, vous savez que dans cet espace-là économique qu'on appelle l'Union européenne, l'Allemagne était en pôle position.
donc les forces économiques que représentait l'Allemagne étouffaient un tout petit peu l'hégémonie économique de la Grande-Bretagne. Et donc le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, était sentie comme étant une nécessité, une volonté d'épanouissement, une recherche c'est un leadership qui ne dit pas son nom, et la Grande-Bretagne veut d'autonomie, la Grande-Bretagne veut reprendre sa place. L'Allemagne, et jusqu'en 2011-12, était quand même la deuxième puissance économique du monde, et donc la Grande-Bretagne, dans sa position de troisième puissance, était un peu plus frustrée, surtout que la libéralisation de l'espace Union européenne et la dérégulation du marché profitait plus à l'Allemagne. Et donc les règles du jeu n'étaient pas très favorables surtout aux exportations de la Grande-Bretagne dans cet espace. Et donc la sortie de la Grande-Bretagne de cet espace-là et sa tournée vers l'Afrique est comme un issue de secours pour que la Grande-Bretagne reprenne ses forces économiques en sondant le marché africain qu'elle a laissé depuis longtemps, donc en reprenant main sur le marché africain et en offrant de nouvelles perspectives de coopération avec l'Afrique dans le sens de se refaire une nouvelle santé économique dans son espace Union européenne. Et donc, contrairement à la concurrence des pays émergents du BRICS, donc la Grande-Bretagne est dans deux guerres, deux conflits économiques au niveau interne. À elle, l'Union européenne, elle cherche à reprendre son autonomie économique, sa souveraineté économique, et de l'autre côté, talonnée par les pays de l'Asie du Sud-Est. Donc elle se trouve obligée de reconquérir son espace, son marché africain pour se sentir plus apte dans ce combat économique. Brexit, je voudrais juste ajouter qu'il a restreint son marché en Europe. Donc il a des colonies, des anciennes colonies. Il ouvre maintenant vers les anciennes colonies pour avoir d'autres opportunités de coopération. C'est tout, à la recherche de marché. D'autant plus que tout le monde est... Parce que sinon ils vont le raviver, n'est-ce pas, leur même mise. C'est pas la même mise actuellement d'ailleurs, mais quand même, je crois que quand on parle de l'Angleterre, combien de pays africains ont été colonisés par l'Angleterre, y compris l'Afrique du Sud, même les États-Unis d'Amérique. Donc il faut qu'ils ouvrent, qu'ils aient des ouvertures, sinon ils vont être au rang dernier. Au sein de l'Union européenne. Exactement. Alors, pour ce qui est de l'autre guerre, la guerre sino-américaine, l'Afrique apparaît là également comme un terrain de bataille pour les deux puissances économiques. On est d'ores et déjà certain de ce que cette guerre aura inéluctablement des conséquences sur les économies africaines. Mais ce qu'on ne sait pas encore, est-ce que cette guerre sino-américaine va apporter plus d'opportunités que de menaces? Dans cette guerre sino-américaine, je pense que, monsieur le journaliste, on dit souvent que quand deux éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en pâtissent. C'est forcément que l'Afrique va encore y laisser de ses plumes, parce que là, la Chine et les États-Unis sont en querelle de leadership économique. Première puissance économique est restée longtemps depuis le 19e siècle. La Chine est en train de talonner les États-Unis et la croissance économique de la Chine aujourd'hui effraie suffisamment les États-Unis. Donc la position de première puissance économique d'ici 2025-2030, si la croissance économique de la Chine est maintenue, c'est que la Chine risque de ravir la vedette aux États-Unis. Et donc, dans cette perspective-là, les États-Unis se doivent de resserrer les rangs et de maintenir leur précaré africain pour pouvoir résister à cette concurrence chinoise. Et donc, l'économie ou les économies africaines doivent forcément
se retrouver encore fragilisé, puisque quand vous prenez l'Afrique du Sud, quand vous prenez le Ghana, quand vous prenez le Nigeria à côté, et dont l'économie ou les économies connaissent une certaine croissance depuis une dizaine d'années, depuis 2009-2010, et la croissance économique qui est due à l'industrialisation de ces pays-là. Et donc, si la Chine, la concurrence continue entre la Chine et les États-Unis, c'est que la Chine va continuer de déverser en quantité plus industrielle les produits manufacturés sur l'espace africain. Et donc, les industries africaines, surtout de ces puissances-là, ces pays-là qui sont en train de retrouver une petite santé économique, ces industries seront étouffées et donc l'Afrique va en partie. Je crois que... Bon, vous savez, allez-y. Je crois que ce problème a été débattu au récent sommet. Là. La Chine ne vient pas pour déverser les produits. La Chine vient délocaliser. Il faut délocaliser les industries sur le continent. Voilà, former les compétences à l'industrialisation. C'est extrêmement important. C'est ce que nous n'avons pas eu depuis longtemps. Ce que nous n'avons jamais eu avec les autres puissances. La Chine ne peut pas, parce que personne ne va accepter cela, que la Chine ne fait que déverser les produits manufacturés. C'est ce qui se passe actuellement. Non, je dis, dans le processus, la Chine est en train d'abord de créer des infrastructures. Parce que quand on ne peut pas créer une usine sans avoir de l'énergie suffisante. On n'a pas d'énergie pour transformer. En Afrique, il faut qu'on ait suffisamment l'énergie à bon marché. Vous savez, toutes les autres puissances, ils ont l'énergie nucléaire qui fait 0,0 kWh francs par kilowattheure. La Chine vient acheter nos matières premières. Ils vont transformer, ils vendent 10 000 fois moins cher que si nous transformons ça ici. Parce que nous n'avons pas la maîtrise de l'énergie. Il faut que nous ayons la maîtrise de l'énergie. Il faut que nous ayons des infrastructures de qualité de génération performante pour qu'on aille en même temps vers l'industrialisation. Sinon, on ne va pas brûler les arbres. La Chine avait mis 60 milliards de dollars à la disposition de l'Afrique. Il a remis encore 60 milliards de dollars. Mais cela, c'est dans des secteurs de développement qu'il faut booster pour que cette coopération soit une coopération. Parce que la Chine ne peut pas délocaliser les industries alors que les infrastructures qui permettent à l'industrie d'être performante ne sont pas déjà en Afrique. Donc il faut créer les infrastructures nécessaires à cela. C'est extrêmement important. C'est pourquoi je dis que c'est dans le processus. Maintenant, cette guerre entre les États-Unis et la Chine, c'est entre eux. Moi, j'amène de l'acier, mon acier est plus cher. Nous avons le fer ici, en Afrique. Mais est-ce que ce dont ils ont besoin, c'est les besoins que nous avons? Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est une autonomie de gestion. C'est-à-dire que c'est créer une union suffisamment entre les pays africains, créer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une harmonisation politique au sein de l'Afrique, et de permettre, n'est-ce pas, réduire cette balkanisation. Parce que nous avons suffisamment de marchés, oui, mais si chaque pays va individuellement, nous allons nous faire assassiner, comme Thomas Sankara l'a dit. Alors moi, je dis que dans ce jeu des puissances, nous, on a le choix. On a le choix de collaborer selon nos intérêts. C'est pourquoi je salue un peu l'Union africaine qui, dans ses textes, nous allons négocier avec les puissances globalement. On ne négocie pas individuellement. Donc, nous sommes dans le processus de libération de l'Afrique. Aujourd'hui, notre priorité, c'est ça. Professeur ? Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Cissé, en ce sens que la délocalisation dont on parle, il ne faut pas qu'on se leurre, mais les usines qui sont délocalisées souvent sont les usines de la vieille génération. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, en termes de main-d'œuvre, l'Afrique continue d'être un réservoir de main-d'œuvre bon marché et qui est exploité par ces industries-là. Et la Chine constate aujourd'hui que délocaliser les usines en direction de l'Afrique lui est plus coûteuse que d'envoyer les matières et les produits manufacturés. Et les produits manufacturés qui viennent, qui sont déversés, qu'on le veuille ou pas, les produits manufacturés sont déversés et à un rythme effréné et incontrôlé. Et il revient aux pays africains de pouvoir limiter un peu ce dégât en rehaussant un peu les tarifs douaniers pour préserver
les marchés intérieurs. Parce que les usines, quand vous prenez par exemple les usines textiles, vous prenez le Bénin, nous avons le complexe textile du Bénin à Lokossa, nous avons la CITES de Lokossa, qui sont des industries qui doivent consommer le coton produit au Bénin. Mais malheureusement, ce coton est exporté brut vers la Chine et au retour, ce sont les produits manufacturés et textiles qui viennent encore encombrer le marché béninois. Et donc, les 3% du coton produit à l'intérieur et qui est transformé au niveau de ces industries textiles locales ne trouve pas le marché d'écoulement. Et donc, conséquence, c'est l'économie de ces pays africains-là qui se trouve un peu retardée par rapport à cette vague de produits manufacturés qui est déversée de la Chine vers l'Afrique. Et qu'on le veuille ou pas, je dis que le partenariat économique entre l'Afrique et la Chine serait forcément un partenariat meilleur que celui que l'Afrique avait entretenu avec les puissances occidentales. Mais d'une manière ou d'une autre, l'Afrique reste dépendante de ces économies émergentes et il lui sera difficile de collaborer dans cette coopération économique qui est dit gagnant-gagnant, mais il y a un gros gagnant et un petit gagnant. Justement, cette guerre entre les puissances, est-ce que ça risque d'avoir des impacts sur la croissance africaine? Oui, mais le risque, la guerre entre les États-Unis et la Chine impact sur l'économie africaine, il peut être analysé sous deux angles. Le premier angle, c'est en termes d'offres, de partenariat, et qu'est-ce que les États-Unis proposent en termes de partenariat économique à l'Afrique devant cette concurrence, cette poussée chinoise, et qu'est-ce que la Chine propose. Et puis, dans ce climat-là, forcément que les produits des deux côtés, l'Afrique n'a que les matières premières à vendre et des bouches qui vont consommer les produits manufacturés. Il n'y a pas deux alternatives. L'Afrique, aujourd'hui, à l'étape actuelle, n'a pas les possibilités de s'industrialiser. Et les industries africaines n'ont pas la possibilité d'être compétitives au regard de la pression extérieure. Non, je suis d'accord. Et dans ces conditions-là, les produits manufacturés qui sont déversés sur le marché africain étouffent la productivité des industries locales et donc retardent l'économie africaine. Et donc, dans cette guerre États-Unis, Chine et Afrique, si, comme il l'a dit tout à l'heure, les dirigeants au sein de l'Union africaine managent bien, l'Afrique pourrait en sortir un peu plus gagnant en choisissant, puisque aujourd'hui l'Afrique n'est plus colonisée, l'Afrique a la liberté de choisir ses partenaires économiques. Et en fonction des offres, l'Afrique, au sein de l'Union africaine, les dirigeants peuvent faire des choix judicieux. Encore que là, il y a de gros points d'interrogation. Et si on sait comment ça se passe. Je voudrais une clarification. Il y a un point que le professeur ne m'a pas bien saisi. Parce que lui-même, il vient de dire que il a pris l'exemple sur le coton béninois. Pourquoi nous amenons le coton brut et nous vendons ailleurs? Parce qu'en transformant le coton localement, l'énergie coûte très cher chez nous. On perd, on ne peut pas être compétitif. Donc on est obligé de vendre ça brut. C'est pourquoi je lui dis dans le financement de la Chine, c'est pour nous permettre d'avoir de l'énergie à bon marché. Ça fait partie des financements qu'ils nous offrent. Parce que le préalable de délocaliser les industries chez nous, c'est d'avoir l'environnement qui permet à ces industries-là d'être compétitives. C'est ça que je suis en train de lui faire comprendre. Mais pour le moment, nous sommes d'accord que la Chine nous apporte, ils nous font des infrastructures routières, etc. Mais ils viennent en termes de coopération, les commerçants viennent. Ça, on ne manque pas. Le marché est inondé de produits chinois. Je ne refuse pas. Et nous-mêmes, nous allons acheter là-bas et nous amenons. Je ne refuse pas. Mais dans le processus du développement, de la libération économique de l'Afrique, les financements que la Chine nous octroie, mais les experts africains ont travaillé là-dessus. Même le NEPAD a sa part dedans. Pour dire, il faut ça. Pour que nous puissions avoir de l'énergie à bon marché, que nous puissions délocaliser les industries, pour que l'Afrique soit dans la coopération, dans la dynamique de la coopération réelle. C'est ça que je suis en train de dire, c'est dans la projection, ça. C'est un processus déjà, c'est engagé.
C'est ce que je suis en train de vouloir expliquer. C'est ce qui nous plombe. C'est pourquoi nos matières premières, nous ne pouvons pas les transformer sur place. Mais l'Afrique, l'Europe, en tout cas, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, aucun de ces partenaires-là n'a intérêt à ce que l'Afrique transforme sur place. Voilà, mais maintenant, la Chine est dans cette dynamique. C'est ça la différence. La Chine est dans la dynamique parce qu'en fait, c'est la dynamique qu'il faut. Hein. C'est pourquoi cette Union africaine-là, évidemment, nous allons vers, nous allons vers la création des monnaies. Dans la CEDEAO, la monnaie unique en 2020, déjà, on va... Parce qu'il faut que nous nous libérions. Qui a été reporté à chaque fois. L'échéance est à chaque fois reportée. Maintenant, c'est acquis. Maintenant, c'est acquis. Bon, maintenant, si c'est reporté, c'est dans le processus, mais c'est acquis. Parce que ça dépend de la volonté politique. Ça ne dépend pas des conditions économiques. Non, la Gambie n'aurait pas sa monnaie, ni les autres pays faibles qui ont leur monnaie depuis l'indépendance jusqu'à présent. Non. Mais ça dépend de la volonté politique de nos dirigeants. Et nos dirigeants politiques aujourd'hui, ils sont sous pression parce que les populations augmentent et les demandes sociales sont pressantes. Et il est professeur à l'université, il sait combien d'étudiants qu'il met dans le marché de l'emploi chaque année. Donc, on n'a pas de temps à perdre. Voilà un peu. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'occasion est, en tout cas, plus que jamais venue pour que le continent change sa position de réservoir de matières premières et réceptacle de produits manufacturés pour devenir, en quelque sorte, pour savoir décider quand même du choix qu'il fera. En d'autres termes, est-ce que le moment est idéal pour l'Afrique de renégocier les accords internationaux et de décider de faciliter un peu ces échanges, c'est-à-dire envoyer également ces produits vers ces puissances? Mais il n'y a pas d'accords internationaux qui nous tiennent là. C'est des accords bilatéraux du moins. Par exemple, c'est les accords du système impérialiste qui nous tiennent. Prenez l'Afrique du Sud. C'est un pays industrialisé. Le Maroc qui est à côté ici, là. Ils ont quitté le CFA depuis longtemps. Ils commercent avec l'Union européenne. Allez-y dans le monde arabe. Je peux vous citer dans certains mondes arabes où ils ont acquis une certaine autonomie, mais ils sont performants, ils font des échanges. Et ils ont constitué un marché potentiel où les gens viennent, même l'Europe, ils viennent pour créer des chaînes d'hôtels, etc. Des infrastructures touristiques, etc. Aujourd'hui, il faut qu'on enlève la chaîne au cou. Il faut que nous ayons des dirigeants qui sont mus par l'intérêt supérieur de nos populations et qui ont une vision claire et qui harmonisent leurs actions. Parce que cette balkanisation, regardez les États-Unis d'Amérique. Il faut parler d'une même voix, c'est ce que vous voulez dire. Les États-Unis d'Amérique, c'est 50 États. Mais il y a un seul dollar et un seul président de la République. La Californie seule il est le 10e en matière de puissance économique mondiale. Texas également 15e. Mais ils sont restés dans cette union des États-Unis d'Amérique. Il faut que nous constituions un marché potentiel et unissons nos compétences. Parce que les Africains, il y a des compétences, hein, on en a plein. On a des expertises à travers le monde qui sont dans la diaspora. Il faut que le politique donne le cap pour orienter les populations vers le développement. Et quand on arrive à cela, l'industrialisation se fera par A ou B. Il faut parler d'une même voix. De toutes les façons, il faut parler d'une même voix. Je suis d'accord avec M. Cissé, mais je dis que je ne crois pas encore à mes oreilles parce que là, ce sera difficile. Ce sera difficile parce que les puissances occidentales d'hier et les puissances orientales d'aujourd'hui n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique parle d'une seule et même voix. Et les pressions vont toujours venir de l'extérieur pour empêcher que les Africains, que les autorités, les dirigeants africains s'entendent et harmonisent leur point de vue par rapport à la vision économique. Mais dans ce cas, il serait difficile de renégocier les accords commerciaux. Dans ce cas, les accords commerciaux seront renégociés parce que aujourd'hui, la Chine et les États-Unis se battent pour maîtriser, conquérir et contrôler l'Afrique.
Et là, dans ce cas d'espèce, l'Afrique se positionne comme étant comme un acteur qui accepte et qui accueille le plus offrant. Mais dans ce schéma, dans cette bataille économique, moi je pense que l'Afrique reste et demeure dépendante de ces puissances. Justement, vous l'avez dit, ce serait difficile pour l'Afrique de parler d'une seule même voix. Dans ces conditions, ça serait également difficile d'avoir les bonnes dispositions au niveau des accords, du côté des accords commerciaux. Ah non, mais les accords commerciaux ici seront juste des accords commerciaux du plus offrant, ce que je dis. Parce que hier, la Chine a intérêt à sauvegarder le marché africain et à empêcher les États-Unis de continuer par avoir la maîtrise sur ce marché. Et donc, la Chine va offrir quelque chose, mais dire que la Chine est dans le processus les accords de coopération que nous avons, le financement chinois pour mettre l'Afrique dans les conditions d'industrialisation pour un développement africain, économique africain, j'en doute. Même les usines qui sont délocalisées de la Chine aujourd'hui, tenez-vous tranquille, la Chine a la maîtrise de sa technologie. Et hier comme aujourd'hui, la Chine, les industries chinoises qui sont délocalisées sont des usines clés en main. Et donc, n'attendez pas que la Chine vous offre sa technologie pour que le marché africain devienne un marché concurrent du marché chinois. Vous avez des doutes. C'est ça le BRICS quand même. Le BRICS, c'est l'Amérique latine et l'Afrique. Les pays pauvres, le BRICS fait ça là. C'est pour les amener à cela. Parce qu'en fait, la base d'une société n'est jamais statistique. Elle est évolutive. Vous ne pouvez pas comparer l'Afrique de 1960 à l'Afrique de maintenant. Absolument. Mais les choses bougent. La France destituer un président à 24 heures. Actuellement, il ne peut pas destituer un président à 24 heures. Parce que le peuple est là. Vous parlez de pression extérieure. Et la pression intérieure? Nous sommes là, nous. Parce qu'il faut qu'on ait suffisamment confiance en nous-mêmes. Les mêmes personnes qui ont les doigts, la même tête, qui ont fait les États-Unis d'Amérique, c'est des personnes comme nous. C'est des personnes comme nous qui se sont libérées de la colonisation. Et ils ont lutté avec des sacrifices pour instaurer les États-Unis d'Amérique, devenir une des premières puissances mondiales aujourd'hui. Mais nous sommes des personnes... C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'afro-pessimisme, moi, me fatigue. Parce qu'il faut avoir confiance. Dans ma langue, on dit « gum sa bop ». Si tu n'as pas confiance en toi, en tant qu'Africain, en tant que... non pas noir, en tant qu'être de ce monde. Parce que ce n'est pas la couleur de la peau qui détermine la différenciation. L'intelligence est universelle. Il faut que le combat que nous menons, que nous puissions dire que nous allons atteindre l'objectif. Mais si nos compétences, nos cadres intellectuels de ce monde-là émettent des réserves, le peuple va suivre comment? Je voudrais que vous soyez un Thomas Sankara, vous soyez un Sékou Touré, un Patrice Lumumba. Non, je vous le dis sincèrement. Parce que nous allons atteindre l'objectif que nous visons. Je vous dis, dans les accords Chine-Afrique, tous ces éléments-là ont été pris en compte. Ce que je dis, l'industrialisation de l'Afrique. Mais le financement est déjà là pour ça. Mais c'est un processus. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Un rapide coup d'œil à la cartographie de ces visites des grandes puissances sur le continent africain ces dernières semaines montre que les pays ne partent pas quand même avec les mêmes atouts et les parents pauvres restent quand même les francophones. À part le Sénégal qui a reçu la chancelière allemande, ces visites, les destinations c'était le Nigeria, le Ghana, le Kenya, première puissance de l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, pays la mieux industrialisée du continent, les pays francophones dans tout ça, non, en Afrique. Oui, c'est les pays les plus coloniaux, les pays les plus néocoloniaux de système de la colonisation. Le Sénégal, c'était la capitale de l'Afrique occidentale française. Aujourd'hui, l'économie du Sénégal est dans la main des Français. Les pays francophones sont des pays parents pauvres, justement parce que les réserves pétrolières aujourd'hui sont dans les pays que vous avez cités, les réserves aurifères sont dans ces pays-là et les pays francophones ne sont que des marchés de consommation. Quand vous prenez le Bénin aujourd'hui, le sous-sol béninois n'est pas encore riche de pétrole que je sache. Donc, ces visites-là sont orientées vers les terres où il y a encore qui ont quelque chose à offrir.
quelque chose à offrir. Merci. À vous d'être passé sur le plateau de cette émission Dieudonné Ao, enseignant, chercheur au département d'histoire de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, spécialiste de l'histoire économique et sociale. Lamine Cissé, expert en communication politique, écrivain, auteur du livre Les effets des causes cachées. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez également suivre ce numéro sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika. Merci. C'est à vous.